Bonjour. Bonjour Saïd, vous nous entendez? Oui. Oui. Ben, on est très ravis de vous avoir en communication. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Donc, on sait qu'on a visionné le texte que vous nous avez lu, que vous nous avez envoyé. Et donc, on sait aussi que vous êtes en pleine conférence sur l'anticolonialiste Amilcar Cabral. Oui. Ouais. Alors, moi, je voulais remercier d'avoir choisi mon livre et souhaiter de bons travaux à votre initiative, que j'estime être une initiative qui est essentielle aujourd'hui. Je pense que nous avons besoin, dans tous les peuples aujourd'hui dominés, de prendre du temps pour réfléchir ensemble aux pièges idéologiques qui nous sont tendus. En réalité, le monde est aujourd'hui de nouveau, comme par le passé, de nouveau dans une phase très dangereuse, dans laquelle les agressions, les guerres vont se multiplier, parce que les pays dominants sont de nouveau confrontés à leur volonté de contrôler les sources de matières premières, les canaux géostratégiques, et que le plus grand piège dans ces temps-là, c'est ce que justement Cabral, à qui on consacre la journée ici aujourd'hui, Cabral nous avait appris en nous disant que le manque d'idéologie est la plus grande faiblesse des mouvements révolutionnaires. En réalité, les peuples peuvent se battre à condition qu'ils comprennent la réalité. Et pour comprendre la réalité, eh bien, il faut démasquer les idéologies qui masquent cette réalité. Et c'est pour cela que c'est une très belle initiative ce que vous faites, et que partout où nous pourrons les multiplier, il faut mettre en avant cela, comprendre les pièges des dominants, comprendre les théories qui tentent de nous masquer la réalité, nous donner une lecture inversée de la réalité. C'est ce que vous faites. Et c'est vraiment une initiative qui est essentielle. Voilà ce que je voulais vous dire. Oui, c'est exactement ce qu'on a débattu. Et je voulais juste vous poser une question, si c'est possible, sur, oui, bien sûr. sur l'Afrique. Puisque, au vu des nouvelles corrélations de forces, et avec tout ce qui se passe aujourd'hui au Mali, au Burkina Faso, en Guinée, Guinée-Conakry, est-ce que vous pouvez considérer que l'Afrique peut devenir le fer de lance vers ce nouvel équilibre dont même le président Diaz-Canel, le président cubain, a parlé d'un nouvel équilibre, ou encore certains parlent aussi d'un monde multipolaire? Je pense que l'Afrique est un élément essentiel du monde multipolaire aujourd'hui. Je pense que les dynamiques populaires en œuvre en Afrique indiquent la naissance d'une nouvelle génération anticoloniale. Parfois elle est organisée, parfois elle est spontanée. Bien entendu, quand elle est spontanée, eh bien, elle a rapidement des limites. Mais en tout cas, nous sommes de nouveau, non plus dans une période de régression et de soumission à l'Occident, mais dans une période de remise en cause de l'hégémonie. Et par conséquent, l'Afrique est un continent qui est essentiel aujourd'hui dans le rapport de force mondiale. Je pense qu'effectivement, ce qui se passe en Afrique de l'Ouest et les difficultés de l'impérialisme français en Afrique de l'Ouest sont un indicateur des potentialités révolutionnaires en Afrique. Et imaginons simplement que les dynamiques populaires qui ont eu lieu en Afrique du Nord puissent converger avec les dynamiques révolutionnaires qu'il y a en Afrique de l'Ouest. Eh bien, vous créez là un rapport de force que l'on n'a pas connu depuis longtemps. Ça n'est pas un pays d'Afrique aujourd'hui qui est en dynamique, c'est de nombreux pays dans des espaces qui étaient auparavant séparés et qu'il nous faut maintenant réunir. Nous avons besoin de mettre au cœur de nos analyses aussi une dynamique militante panafricaine, de telle sorte qu'on voit le lien. Quand le peuple malien gagne, nous gagnons en Tunisie. Quand en Tunisie ça gagne, nous gagnons au Mali. Et ça fait partie du rapport de force. Nous faisons partie de cette partie du monde dont l'économie, dont la politique, dont le culturel ont été mis en dépendance des centres de domination. Et par conséquent, retrouver une dynamique panafricaine comme dans les années 60 est un élément qui est essentiel. Et c'est de ça dont ont peur les dominants aujourd'hui. Merci beaucoup pour cette réponse.
J'ai une autre question, si vous pouvez répondre à ça. Dans le livre, vous parlez de la possibilité d'organiser des états généraux des partis de la gauche du Sud, on va dire, et de la gauche du Nord. Est-ce que vous pensez aujourd'hui cela possible? J'ai pas bien entendu votre question. Non, je dis, est-ce que, parce que dans votre texte, vous parlez à la fin de votre texte, vous parlez de la nécessité d'organiser les états généraux des partis de la gauche du Nord, on va dire, et des partis de la gauche du Sud, afin de renforcer le mouvement, un mouvement anti-guerre. Est-ce que vous pensez aujourd'hui cela possible? Alors, c'est en tout cas nécessaire. C'est souhaitable. Est-ce que c'est possible? Aujourd'hui, pour une grande partie, les organisations de gauche en Europe sont marquées par l'eurocentrisme et sont aveugles aux idéologies dominantes de justification des agressions et des guerres. On est extrêmement surpris de voir des analyses ici de gens qui se disent révolutionnaires et qui partagent l'idée que la France a un rôle positif à avoir aujourd'hui en Afrique. Donc ça ne sera pas avec toute la gauche. Il y a par contre une partie de la gauche qui commence à se distancier, et c'est avec elle qu'il faut tisser des liens. Et je pense que oui, proposer l'idée d'états généraux communs, en tout cas il faut le faire. On verra si c'est possible, mais il faut le tenter. Ok, merci beaucoup, camarade Saïd Bouamama. Merci beaucoup. Donc, ici, ce n'est pas question d'être... Attendez, on va pas tout de suite... Oui. On ne va pas tout de suite débattre, parce qu'on a d'autres interventions. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'ici, ce n'est pas question d'être avec Poutine ou pas Poutine. Ce n'est pas la question. La question ici, il y a des enjeux déjà géopolitiques, il y a une lutte de classe internationale, et il faut considérer, c'est-à-dire répéter les mêmes choses que nous disent les médias, que c'est une guerre entre Poutine et l'Ukraine ou l'impérialisme russe, c'est une fausse analyse. Selon nous, il faut considérer ça d'un point de vue qui sont les oppresseurs et qui sont les opprimés. C'est ça. Qui sont les oppresseurs et qui sont les opprimés. Qui sont ceux qui agressent, qui sont ceux qui depuis 30 ans sont dans l'expansion, d'accord? L'OTAN est dans l'expansionnisme depuis 30 ans dans les pays de l'Est, afin de déstabiliser la ceinture périphérique des pays de l'Est. Il y avait eu des accords avec, justement, après la contre-révolution en Russie, ils avaient eu des accords avec Gorbatchev, comme quoi ils n'allaient pas s'expandre au-delà des pays de l'Est. Et aujourd'hui, ils arrivent jusqu'en Ukraine. Je veux dire, la Russie, on le sait que Poutine n'est pas un communiste, on le sait que la Russie n'est pas l'Union soviétique, mais la question est-ce que la Russie doit laisser qu'on porte atteinte à sa sécurité nationale? Est-ce qu'on doit laisser que la Russie on porte atteinte à sa sécurité nationale? C'est ça la question. Est-ce que la Russie, qui est un pays extrêmement déjà riche du point de vue des ressources naturelles, qui est un pays qui a été colonisé et affaibli avec la contre-révolution, parce qu'il y a eu un processus de désindustrialisation. Aujourd'hui, c'est un pays semi-périphérique qui n'exporte que des matières premières, principalement. Est-ce qu'on doit laisser que ce pays se laisse envahir par des capitaux étrangers, comme ça s'est passé avec la contre-révolution en 1989? Parce que c'est ça la question. On peut pas, ce n'est pas une question d'être avec Poutine ou pas. C'est une question de soutenir des pays qui sont agressés. En soutenant les pays agressés, nous affaiblissons l'impérialisme de l'OTAN et l'impérialisme états-unien. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que j'ai l'impression que les gens ne comprennent pas ça. Ils mettent tous les pays dans un même pied d'égalité. On n'est pas dans un même pied d'égalité, on est dans un développement inégal. D'accord? Il y a des pays faibles, des pays, surtout même la Russie, malgré que ce soit un des pays les plus grands du monde, elle a une frontière qui est très difficile à défendre. C'est un pays faible de ce point de vue-là, parce que défendre vous savez qu'est-ce que c'est défendre les frontières russes? C'est très difficile. Donc il y a ici un problème, je veux dire, de cognitif, je dirais, pour comprendre quels sont les véritables enjeux.